Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un document qui a priori a l'air de rien. C'est un unique article de presse sportive du site WeSport, daté du 25 janvier 2026. Mhm. Le sujet, un match de Ligue 1. Stade brestois contre Toulouse FC. Bon, un résultat parmi d'autres, on pourrait se dire. Oui, en match de championnat classique. Exactement. Mais notre mission, ça va être de traiter ce court article un peu comme une pièce à conviction. On va vraiment l'examiner sous toutes les coutures pour extraire l'histoire qui se cache derrière ce score de 0-2. Et il y en a une. Tellement écrasante qu'elle a, en 45 minutes, fait basculer un match et peut-être même le destin d'une nouvelle recrue. C'est un exercice que j'adore, parce qu'on pense souvent qu'il faut de longs reportages, des documentaires pour trouver une bonne histoire. Oui, Mais parfois, un simple compte-rendu de match, c'est un peu comme un sismographe. Il enregistre la secousse, l'événement majeur, mais sans forcément en expliquer toutes les répliques. c'est une bonne image. Et notre travail là, c'est justement de lire ces données brutes, le score, les buteurs, et de reconstituer un peu l'onde de choc. On va pas seulement analyser le quoi, mais surtout le comment. Comment un joueur qui venait à peine d'arriver a pu s'imposer avec une telle autorité. C'est presque un cas d'école. Alors allons-y, plongeons dedans. On pose la scène. On est à Brest, le 25 janvier 2026. C'est la 19e journée de Ligue 1. Le stade brestois reçoit le Toulouse FC. Mhm. Et au coup de sifflet final, le score est clair, net. 2-0 pour Toulouse. Une victoire à l'extérieur, ce qui est toujours un bon résultat. C'est même plus qu'un bon résultat, c'est un message. Gagner à l'extérieur en Ligue 1, c'est souvent ce qui fait la différence entre les équipes du ventre mou et celles qui peuvent viser plus haut. D'accord. L'article le mentionne, c'est la 8e victoire de Toulouse de la saison. C'est un chiffre net, mais le vrai trésor d'information, la petite pépite, l'article la déniche dans un tweet. Un tweet publié par le club lui-même. Et là, le contexte change radicalement. Ah oui, c'est le genre de détail qui peut passer complètement inaperçu, mais qui est crucial. Alors, que nous dit ce fameux tweet ? Il nous apprend que cette victoire à Brest, c'est en fait la 2e d'affilée pour Toulouse. Ok, c'est bien, un début de dynamique. Voilà, c'est bien, ça montre un début de dynamique, mais c'est pas tout. Et c'est ça le plus important. Le tweet précise que c'est surtout le 6e match consécutif sans défaite à l'extérieur. Attends, 6 matchs. 6 matchs. Ah oui, 6 matchs sans défaite à l'extérieur. Là, ce n'est plus un détail. On parle plus d'un simple bon coup à Brest. Non, plus du tout. On parle d'une équipe qui est devenue une sorte de forteresse en déplacement. Ça change complètement la perception du club. Absolument. On n'est plus face à un accident heureux, mais à la confirmation d'un schéma, d'une vraie force. Oui, Ça nous dit que l'équipe a développé une identité de voyageuse. Ils ne subissent plus les matchs à l'extérieur, ils les maîtrisent. Et ça, sur le plan psychologique, c'est énorme. Le collectif est solide, il a des certitudes. Et c'est justement dans ce terreau de confiance que les exploits individuels peuvent, paver gloire, de la façon la plus spectaculaire. Le décor était planté pour qu'un soliste puisse briller. et ce soliste, l'article bidonifie tout de suite, sans aucune hésitation. C'est Pape Demba Diop. L'auteur le qualifie de grand artisan de la victoire. C'est une formule forte, presque définitive. Mais dans un sport à 11 contre 11, est-ce qu'on n'a pas tendance parfois à un peu exagérer l'impact d'un seul homme ? C'est une excellente question. Le réflexe est souvent de chercher un héros unique, une seule personne. Mais ici, les faits rapportés par l'article sont têtus, et ils donnent raison aux journalistes. Ah oui, Pape Demba Diop n'a pas juste bien joué. Il a été mathématiquement l'alpha et l'oméga de l'attaque toulousaine sur ce match. Il est impliqué directement sur 100% des buts. 100%. Alors, décortiquons ça. Premier fait d'armes, le but. 27e minute, il ouvre le score. Et l'article prend bien soin de préciser que c'est pas un but de renard des surfaces ou un but chanceux. Non, La description est très claire. Une frappe superbe hors de la surface de réparation. On imagine bien le geste. et ça, ce n'est pas juste un but, c'est une prise de pouvoir. Un tir de loin qui rentre, c'est l'un des gestes les plus forts au football. Ça demande de la technique, une vision du jeu, oui, mais ça demande surtout une confiance en soi colossale. Oser prendre sa chance d'aussi loin, c'est dire à tout le stade « je suis là, je me sens bien et je peux faire basculer le match tout seul ». C'est un signal. C'est un signal incroyablement puissant pour ses coéquipiers. Et pour l'adversaire, c'est juste dévastateur. C'est un but que rien ne laissait présager. C'est vrai que ça casse complètement le plan de jeu adverse. Comment tu défends contre un joueur capable de marquer de n'importe où ? Mais là où sa performance devient vraiment totale,
c'est qu'il ne s'est pas arrêté à ce coup d'éclat. Et c'est ça qui est fascinant. Un buteur, c'est une chose, mais ce qu'il fait juste avant la mi-temps, c'est peut-être encore plus intelligent. Et ça en dit encore plus sur son talent. Il change de rôle. C'est ça. L'article le dit bien, il va se transformer en passeur pour Gueboho, qui signe le but du 0-2. Il passe du marteau au scalpel. Buteur puis passeur décisif, la panoplie complète. Et le timing, juste avant la pause, c'est le coup de grâce. C'est un timing de tueur. Marquer ce deuxième but à la 45e, c'est envoyer l'équipe de Brest au vestiaire avec la tête complètement sous l'eau. Le match, psychologiquement, il est plié. Oui, c'est fini. Diop n'a pas seulement marqué et fait marquer. Il a géré les moments clés de la première mi-temps avec une maturité de vétéran. Cette combinaison d'un exploit individuel pur et d'une vision collective, en moins de 20 minutes, c'est la définition d'une performance de classe mondiale. Il a, à lui seul, rendu la deuxième mi-temps presque anecdotique. D'accord, donc l'étiquette de grand artisan, elle est totalement justifiée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est quand on se penche sur le contexte personnel du joueur, que l'article nous livre par petites touches, que la performance prend une dimension quasi cinématographique. Premier élément, et pas des moindres. Oui. C'était seulement son deuxième match avec Toulouse. C'est presque difficile à croire. Normalement, un joueur qui arrive en cours de saison, en janvier, il a besoin de semaines, parfois de mois, pour s'adapter. Bien sûr. La langue, les nouveaux coéquipiers, un nouveau système tactique, une nouvelle ville, c'est un processus qui est long, qui est complexe. Lui, on a l'impression qu'il a fait avance rapide sur toute cette phase d'acclimatation. L'auteur de l'article a une formule qui résume très bien ça. À peine arrivé chez les Violets, Pape Demba Diop, mais déjà tout le monde d'accord. Il n'y a même pas eu de débat, de période d'observation. L'impact a été immédiat. Immédiat et total. Et un autre détail vient ajouter une couche de complexité. Son statut. L'article nous dit qu'il est prêté par Strasbourg. Et là, on touche au cœur de la stratégie et de la finance du football moderne. Le statut de joueur prêté change absolument toute la lecture de sa performance. Il n'est pas là pour le long terme, a priori, il est en mission. C'est-à-dire? Un joueur prêté, c'est un joueur avec une double, voire une triple pression. D'accord. Premièrement, il doit prouver au club qu'il accueille, Toulouse, qu'ils ont eu raison de miser sur lui, même pour 6 mois. Il doit gagner sa place tout de suite. Ok. Deuxièmement, il doit prouver à son club d'origine, Strasbourg, qu'ils ont fait une erreur en laissant partir. Chaque but, chaque passe, c'est un message qu'il envoie à ses dirigeants. Et troisièmement? Et troisièmement, il joue pour son propre avenir. Une bonne pige en presse, ça peut complètement relancer une carrière, lui ouvrir les portes d'un club encore plus grand. Alors répondre à cette pression, avec une performance aussi aboutie dès son deuxième match, ça montre une force mentale qui est hors du commun. Il ne joue pas pour s'intégrer, il joue pour conquérir. Ce qui est dingue, c'est que ça a marché au-delà de toute espérance. Cette performance, c'est pas juste un bon match, c'est un argument massu pour la suite de sa carrière. On se demande d'ailleurs pourquoi Strasbourg l'a laissé partir. Probablement un mélange de beaucoup de choses. Parfois, un joueur ne rentre juste pas dans le projet d'un coach à un instant T. Ce qui est fascinant, c'est que ce modèle du prêt de jeunes talents, c'est devenu une stratégie de survie et de développement pour des clubs comme Toulouse. Oui, un modèle économique. Exactement. Ils ne peuvent pas rivaliser financièrement pour acheter un joueur comme Diop. Alors ils le louent. Son succès n'est pas qu'une victoire personnelle, c'est la validation d'un modèle économique et sportif très malin. Et pour que ce modèle fonctionne, il faut évidemment une bonne cellule de recrutement. Il faut être capable de dénicher le bon joueur. Et l'article, justement, nous donne un indice sur le pédigré de Pape Demba Diop. Ce n'est pas n'importe qui. Non. Il est champion d'Afrique U20. Et ça, ce n'est pas un indice, c'est la clé de voûte de son profil. Ce titre, champion d'Afrique U20, ça veut dire qu'il a été identifié très tôt comme un talent d'élite de sa génération sur tout un continent. Ces compétitions de jeunes, ce sont des terrains de chasse pour les recruteurs du monde entier. Avoir ce titre à son palmarès, ça veut dire qu'il a déjà l'expérience de la pression, des tournois à élimination directe, qu'il a déjà goûté à la victoire au plus haut niveau de sa catégorie. Donc sa performance à Brest, ce n'est pas une surprise totale en fait. C'est plutôt une confirmation. C'est la transition parfaite. C'est le moment où la promesse qu'on a vue chez les jeunes se matérialise sur la scène d'un des 5 plus grands championnats européens. Beaucoup de jeunes champions U20 ou U17 n'arrivent jamais à franchir ce cap. C'est vrai. Lui, il est en train de le faire, et de manière explosive. On assiste peut-être au passage du statut de grand espoir à celui de réalité qui compte. Il y a un dernier angle d'analyse qui est presque méta et qui concerne la source elle-même. Cet article vient de WeSport, un média sénégalais.
Et ce n'est pas anodin. Pas du tout, non. Si on prend un peu de recul, le point de vue de l'observateur change radicalement la nature de l'histoire. Le même match, raconté par un journal local de Brest, aurait sans doute titré sur La déroute des Tisef ou Une après-midi à oublier. Oui, l'histoire aurait été celle d'une défaite. Exactement. Mais ici, le média est sénégalais. Et le héros du match est sénégalais. Du coup, l'article devient un récit de fierté nationale. Précisément. Les mots choisis, comme grand artisan, la focalisation quasi exclusive sur sa performance, tout ça, ça participe à la construction d'une figure héroïque pour le lectorat sénégalais. Mhm. Ce n'est plus juste une info de Ligue 1, c'est la célébration de la réussite d'un des leurs au plus haut niveau. On suit l'épopée d'un talent national qui s'exporte et qui brille. Ça donne une dimension affective, patriotique, à un simple résultat sportif. On ne lit pas le même article si on est supporter de Toulouse, de Brest ou citoyen sénégalais. C'est une excellente remarque. Le prisme de la source change vraiment toute la perspective. Bon, si on essaye de synthétiser les pépites qu'on a extraites de ce court article. D'abord, on a cette victoire de Toulouse à Brest, 0-2, qui est bien plus qu'un simple succès. Oui, c'est la confirmation d'une incroyable série d'invincibilité à l'extérieur pour le club. Ensuite, on a le cœur du réacteur, la performance individuelle magistrale de Pape Demba Diop. Un joueur arrivé il y a à peine quelques jours, en prêt de Strasbourg, qui a éclaboussé le match de son talent. Absolument. Il se montre à la fois buteur sur une frappe lointaine et passeur décisif juste avant la pause. Un impact total et immédiat. Et enfin, on comprend que cet exploit s'inscrit dans un contexte bien plus large, celui d'un jeune talent, champion d'Afrique U20, qui confirme son potentiel, mais aussi celui d'une stratégie de recrutement très intelligente de la part de Toulouse. Et toute cette analyse nous amène à une question fondamentale pour la suite. Quand un joueur débarque et réalise une performance aussi parfaite dès son deuxième match, il change de statut en 90 minutes. Il n'est plus la nouvelle recrue. Il devient l'homme providentiel. C'est ça, il devient le facteur X, celui sur qui tous les espoirs reposent. Les attentes deviennent gigantesques, presque démesurées. Et la pression qui va avec, comment on gère ça quand on est un jeune joueur ? C'est toute la question, et c'est la pensée sur laquelle on peut rester. On vient d'assister à un véritable coup de foudre sportif. Mais comme dans toute histoire passionnelle, la question, c'est de savoir si elle peut durer. Est-ce qu'on a vu un éclair de génie isolé, le fameux match référence qui restera une exception brillante ? Ou le début de quelque chose de grand ? Ou bien est-ce le premier chapitre de l'affirmation d'un très grand joueur ? La gestion de l'après-exploit est souvent plus difficile que l'exploit lui-même. Comment un joueur, un staff, un club capitalise sur une entrée en matière aussi spectaculaire sans que la pression ne vienne tout étouffer ? C'est dans cette réponse que se trouve la différence entre une étoile filante et une nouvelle constellation.